Bonjour. Le mouvement dit 23 mai dit M23 qui contrôle plusieurs territoires à l'est de la République démocratique du Congo vient d'installer des autorités locales dans les zones sous son emprise. Depuis sa résurgence en 2021, le M23 a étendu son contrôle sur plusieurs zones stratégiques. En novembre 2024, les zones sous son influence du M23 incluent les territoires de Rutshuru, sous-entendu ici le contrôle des localités telles que Kiwanja et Bunagana, et territoire de Masisi, des localités comme Kichanga, Rubaya et Kirorirwe, et territoire de Warikare, ici c'est le contrôle, là où le M23 récemment a avancé dans ce territoire, prenant le contrôle de plusieurs localités dans le village de Dom Petit. Pour explorer les enjeux autour de cette situation, nous sommes avec un analyste politique, Tite Gatabazi, qui va nous aider à décrypter les différentes implications de cette situation. Bonjour Tite. Bonjour Révérien. Le M23 installe des autorités dans les territoires sous son contrôle. Qu'est-ce que cela signifie d'abord? Cela signifie qu'ils ont un territoire qui est habité par des citoyens congolais et qui ont des besoins primaires. Contrôler un territoire, ça veut dire aussi l'administrer. Donc ils sont en train d'administrer, vous avez parlé de Rutshuru, de Masisi, mais ajouter Lubero aussi, et Walikale, ils ont Pinga. Ici on a cité les grandes voilà. les grandes villes seulement. Donc, ce n'est pas la première fois que le M23 installe les autorités de base. Il y a quelques mois, on a vu des images de policiers qui revenaient d'une formation et qui ont été déployés. Ils ne sont pas en grand nombre pour couvrir tout le territoire sous le contrôle du M23, mais on sent bien qu'en installant des autorités, ça veut dire qu'ils ont un programme politique, ça veut dire qu'ils ont des objectifs, ça veut dire qu'ils sont soucieux du bien-être de ces Congolais qui sont sous leur contrôle, oui. Il y a une petite question là-dessus de savoir, est-ce que les zones contrôlées par le M23 aujourd'hui, donc c'est total ou il y a une partie de la population qui conteste toujours? Qui conteste le M23? Oui. Non, c'est plutôt le contraire. Oui. Partout où le M23 contrôle, la population cherche à intégrer ces zones-là parce qu'ils sont en sécurité et que là où sont les FRDC, les FDLR, vous avez entendu parler de Wazalendo. C'est une véritable catastrophe sur les habitants à la fois de Goma, de ses environs, et du côté de Masisi. Je crois qu'il y en a plus dans Rutshuru, mais partout il y a les Wazalendo. Il y a des crimes, il y a des massacres, on vole, on viole, on pille. Zalendo, FRDC, FDLR, c'est du pareil au même. Hein. Donc plus d'influence de l'autorité de Kinshasa. Pour les zones sous contrôle du M23, ça va de soi. Oui. Voilà, comment cette initiative impacte-t-elle la légitimité des gouvernements centraux de Kinshasa dans ces zones, comme je venais de poser cette petite question de savoir, donc qu'il n'y a plus d'influence de Kinshasa dans ces zones concluses par M23. Non, mais en droit, il y a ce qu'on appelle une situation de fait. Kinshasa n'a pas de prise sur les territoires sous contrôle du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Ils détiennent l'autorité de fait, ils contrôlent les territoires et ils installent les autorités de base. Ces gens ne sont pas nommés par Kinshasa, mais ils sont nommés par Bissimoa Bertrand, qui est le président du M23. Donc ça veut dire que Kinshasa n'a plus à dire là dans ces régions. Donc ça veut dire que Kinshasa a déjà consacré cette partie donc. Kinshasa prend acte du fait qu'il n'a pas de prise sur les territoires sous contrôle du M23. Mais quand vous dites que Kinshasa a pris acte, ça veut dire qu'il accepte de perdre cette partie? C'est pas ça qu'ils acceptent, c'est la mort dans l'âme. Ils ont tout fait, ils ont annoncé la montée en puissance des FARDC, ils ont ramené des mercenaires,
Ils ont conclu des accords avec le Burundi. Ils sont en alliance avec les FDLR. Tout ça contre le M23. Ils n'arrivent pas à repousser le M23 et donc ils prennent acte de cette situation. C'est aussi simple que ça. Oui, mais quand le M23 procédait justement à la nomination de ces autorités, certes que donc à proximité, il y a aussi là où les FARDC occupent, comment ils parviennent à cohabiter? Ça, j'en sais rien. J'aurais bien voulu survoler ces endroits pour me rendre compte de qui est où et qui fait quoi. Les FARDC ont la particularité d'être désorganisés. Les FARDC cherchent plutôt à faire du commerce qu'à combattre le M23. Et c'est pour cette raison qu'on leur alloue des supplétifs. Lesquels supplétifs ne sont pas au niveau. On a légalisé les criminels Wazalendo. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Radio Okapi annonce qu'il y a des militaires FARDC qui ont été chopés à Goma, mais c'est devenu le lot quotidien des habitants de Goma. Donc, ils ont des positions, comme on les appelle, je crois, en termes militaires. Ils tiennent quelques positions ici ou là, mais chaque fois qu'ils provoquent le M23 les pourchasse, oui. Alors, que font les mercenaires là dans cette partie, mais qui resteront sans une réaction efficace pour contrer justement l'avancée des M23? Vous ne pouvez pas comme ça prendre une armée nationale qui est déjà désorganisée, qui est démoralisée, où les gens font des années sans être payés, ils n'ont pas d'uniforme, ils ne peuvent pas manger. Intégrer dans cette armée des mercenaires, aussi aguerris soient-ils, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation. Quand les mercenaires arrivent, ce n'est pas pour aller se battre. Ils gagnent tellement beaucoup d'argent qu'ils veulent préserver leur vie. Vous ajoutez les Wazalendo qui sont des jeunes drogués et rien de plus. Vous leur mettez des armes dans les mains, c'est pour racketter la population. Vous faites venir les Imbonerakure burundais, vous les intégrez comment? Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans une coordination et dire que nous allons mener une guerre et la gagner. Oui. Aujourd'hui, quand on garde toujours toutes ces milices qui déambulent là, est-ce que cela ne constitue pas une source d'insécurité pour justement ces zones? Parce qu'un jour, ils vont dire, écoute, il faut essayer de conquérir, de reconquérir encore une fois ces zones conquises par les M23. La reconquête, plus les jours passent, plus elle s'éloigne. On a commencé par Bunagana, on peut dérouler comme ça. Bunagana étant le siège où est installée la direction du M23. Et aujourd'hui, on compte quoi? Rutshuru, Masisi, Walikale et Lubero. Ça vous fait 4 territoires. C'est assez vaste. Et où sont passés les FARDC, où sont passés les FDLR, où sont passés les Wazalendo, que font justement, comme vous le dites si bien? À quoi servent les mercenaires qui coûtent, comme dirait le président Macron, un pognon de dingue? Voilà. Je crois que le problème en République démocratique du Congo, il faut plutôt le prendre dans l'autre sens. La question n'est pas une question militaire ou de bataille. Qui gagne, qui perd? Le problème est politique. Il nécessite une analyse froide sur le plan politique et des solutions politiques, pas des solutions militaires. Oui. Donc, ça veut dire que quand le M23 contrôle cette partie de la RDC, nécessairement que c'est une partie que la RDC perd. Ce n'est pas en termes de perte. Oui, le M23 n'est pas dans la conquête des territoires. Le M23 a des revendications à caractère politique et juridique. Il y a une partie de la population qui est persécutée depuis de très longues années. Il y a des gens, les Congolais, à qui
on refuse leur nationalité. Et les persécutions partent de là. C'est ça la légitimité du M23. Non, je parle d'une perte parce que si le M23 commence à installer justement ces autorités, donc on dirait une administration parallèle de Kinshasa ou une administration indépendante de Kinshasa, c'est ça. Bon, ça, on peut. Ça mérite qu'on en discute. Est-ce que Kinshasa perd? Est-ce que Kinshasa gagne? Est-ce que le M23... Le M23 n'est pas, on dirait, n'est pas content des conquêtes qu'il fait. Il réagit chaque fois à des provocations des FARDC et c'est supplétif. Ils vont à la rescousse des Congolais qui sont malmenés par cette coalition qui n'a ni foi ni loi et donc obligés, on va dire, de suppléer aux défaillances du gouvernement congolais. Et donc, voilà, après, c'est quand même assez curieux de voir que la population congolaise, en tout cas celle qui est à l'Est, est plutôt soulagée d'aller sous le contrôle du M23 que là où il y a les forces du gouvernement. Là, c'est un constat que font la plupart des gens. Et alors, le M23 est dans l'obligation d'assumer ces missions-là que le gouvernement a quasiment abandonnées. En termes de conséquences par rapport à cette situation, c'est que donc peut-être que d'autres parties de la RDC aussi un jour diront trop c'est trop, donc qu'il essaie aussi de conquérir une partie de la RDC et finalement à un certain moment on se retrouve si Kinshasa n'accepte pas de dire que Kinshasa devient un État fédéré, donc qu'il y a si un jour peut-être Kinshasa acceptera que le M23 à l'est de la RDC et que l'autre partie a peut-être un autre groupe et que par conséquent peut-être Kinshasa devient un État fédéré. Écoute, il y a quand même un mouvement en ébullition du côté du Katanga. On lit sur les réseaux sociaux des communiqués. Si tu veux, c'est ça le réseau de ma question. En fait. Voilà, j'ai compris. Et il y a des soulèvements qui ne sont pas dans le sens de la soumission à l'autorité de Kinshasa. Et donc, par un jeu de vases communicants, ça peut donner des idées aux autres. En tout cas, du côté du Katanga, on sent que ça bouillonne. Et quand vous écoutez le discours qu'a tenu le président Tshisekedi, que ce soit à Lubumbashi ou à Kipushi, ce n'est pas de nature à rassembler les Congolais. Il est plutôt en train de fracturer le pays, sa population et ses communautés. Oui. N'est-ce pas que ça va être la solution qui lui restera si la situation se présente ainsi? N'est-ce pas que Kinshasa, la seule solution qui va le sauver, c'est d'accepter peut-être d'autres États pour former un État fédéré? Ça n'est ni une solution pour Kinshasa, ni une acceptation. Les autorités de Kinshasa sont dans le déni. Les autorités de Kinshasa ont développé un discours victimaire, une rhétorique de division et de haine. Les autorités de Kinshasa refusent systématiquement, de prendre les problèmes au niveau de leur cause. Et donc, ils créent comme ça une spirale de violence qui pourrait engendrer des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Entre autres, c'est cette situation de fait qui est une situation de droit qui peut aboutir à pousser comme ça les communautés dans leur retranchement pour arriver à voir, je crois que c'est l'ancien ministre Christian Mwando qui, à un moment donné, pendant les meetings au Katanga, avait comme symbole une paire de ciseaux. Symboliquement, ça prépare les esprits à quelque chose. On disait tout à l'heure, le M23 a commencé, à Ghana, ils ont demandé à discuter avec le gouvernement, ça n'a pas marché.
ils ont étendu comme ça jusqu'à tout le territoire de Rutshuru. Ils sont entrés dans le Massissi. Maintenant, ils ont Walikale, ils ont Lubero. Et ils sont en train d'administrer ces endroits. Hein? Et donc, ça ne nécessite pas qu'à Kinshasa, on se réveille et qu'on regarde la réalité en face. Hein? J'ai vu dans les nominations des gens qui ont été nommés à Nyanzal. Nyanzal est très symbolique. C'est là où est né et a grandi le général Makenga. Donc à Nyanzal, c'est chez lui. Et après, vous avez Bunagana qui est devenu le siège. Les autres vous disent ils sont des kilos. Quand on voit les images chaque fois qu'ils arrivent dans une agglomération, on ne va pas parler de ville, ils arrivent à Mouesso, vous voyez des gens sortir et dire ça c'est l'enfant d'un tel. Et tel militaire, ni Mutoto Wetu. Alors, la population adhère tout de suite au M23 et se détache de l'autorité de Kinshasa, du moins ceux qui représentent Kinshasa. Ça devrait donner matière à réflexion à ceux qui sont à Kinshasa, qui, je l'ai dit, sont dans le déni et dans la haine et le tribalisme. Ça n'est pas pour fédérer, mais pour diviser. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on doit analyser le discours de Kinshasa. Donc, on peut y tirer deux interprétations. C'est un aveu d'impuissance ou encore une stratégie calculée pour qu'un jour, Kinshasa se réveille pour dire écoute, on va récupérer nos territoires perdus. C'est ça. La stratégie qu'il y a à Kinshasa et qui est visible, c'est la stratégie du pourrissement. Kinshasa tient mordicus à ce que la guerre continue à l'Est. Mais pour quel motif? Pour des mobiles bassements mercantiles. Vous avez des seigneurs de guerre à l'Est qui entretiennent plus de 250 groupes armés. Vous avez ceux qui prétendent être les parrains de Wazalendo. Mais ces gens ont des carrés miniers connus de tout le monde. Ils exploitent, ils ont détruit le parc de Virunga. Mais ces gens s'adonnent au commerce illicite des minerais, du bois et tout ce que vous voulez. C'est ces gens-là qui sont allés à Kinshasa pour convaincre le pouvoir de légaliser les Wazalendo, pour continuer cette exploitation. Et ils arrosent comme ça la classe politique à Kinshasa. Il y a une femme députée de Butembo qui s'était étonnée dans l'hémicycle en disant qu'elle ne comprenait pas comment se fait-il qu'un militaire haut gradé qui est muté à l'Est fait la fête chez lui. Il fait la fête parce qu'il va s'enrichir. C'est ça la stratégie qu'il y a à Kinshasa. Et donc, la population à l'Est du Congo, c'est vraiment pour pertes et profits. Eux, ils veulent à la fois gagner de l'argent sur ces chefs de guerre-là. Certains sont au gouvernement. Eux, ils veulent gagner de l'argent parce qu'ils doivent acheter des armes. Et ils perçoivent des rétrocommissions. C'est ça qui les intéresse. C'est ça la stratégie qu'il y a là-bas. Et donc, les amener à Luanda, à Nairobi, pour dialoguer, ça n'est pas de leur fait. Et donc, ils doivent développer un discours victimaire. Ils doivent se créer des ennemis intérieurs. Ils doivent trouver des boucs émissaires partout. Monseigneur Mouteba, quand il était encore archevêque métropolitain de Lubumbashi, a donné une interview dans Jeune Afrique. Et il a dit qu'il était très inquiet parce que le président Tshisekedi, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, est à la recherche paranoïaque des boucs émissaires. Monseigneur ajoute que Tshisekedi est aux mains. Il est tenu par des charlatans assoiffés d'argent. Quelle autre stratégie voulez-vous avoir au sommet de l'État quand vous avez un président décrit de cette façon-là?
Mais Tite, pourquoi ils ne se rendent pas compte que, comme ces généraux envoyés à l'Est, fait chez eux pour venir à l'Est, mais que maintenant, la plus grande partie de l'Est est contrôlée par le M23. Oui. N'est-ce pas la fin du deal? J'en sais rien. Je constate simplement qu'il y a des militaires qu'on arrête parfois parce qu'ils ont vendu les armes qu'ils ont reçues. Vous imaginez ça? Il y a des militaires qu'on arrête, des militaires des FARDC, parce que... N'est-ce pas une des raisons d'avancement du M23 dans cette zone? Bien sûr. Quand vous avez des commandants militaires, la première des choses, c'est d'organiser une offensive. Et ils reçoivent des équipements militaires et qu'ils revendent. Ils sont dans le commerce illicite. Et peu leur importe que le M23 prenne Kalehe et Walungu et qu'ils aillent jusqu'à Chabunda. Ces gens-là s'en foutent éperdument. Pour peu qu'ils peuvent accéder aux minéraux, pour peu qu'ils peuvent vendre les équipements qu'ils ont reçus de Kinshasa. Et donc, ils reproduisent l'exemple qu'ils ont vu à Kinshasa. Parce qu'ils savent que ceux qui sont à Kinshasa aussi s'en mettent plein les poches au nom de la fameuse guerre qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça la réalité cruelle, mais c'est la réalité en République démocratique du Congo. Voilà, Tite, pour terminer, c'est quel espoir aujourd'hui à l'est de la RDC pour que l'ordre s'établisse complètement? L'espoir, c'est que le M23 arrive à assainir partout où ils sont. C'est l'unique espoir pour la population. En tout cas, ceux qui sont à Lubero, à Rutshuru, Masisi, Walikale. L'espoir, c'est qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux des gens qui sont à Bukavu, qui sont à Nyangezi, qui sont à Chabunda, qui disent mais pourquoi ils ne viennent pas jusque chez nous? Et ça, les autorités de Kinshasa ne veulent pas l'entendre. L'espoir, c'est de dire, finalement, pour que la population soit en sécurité, elle a besoin d'être sous le contrôle du M23. Merci beaucoup, Tite. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je pense que l'essentiel est que cette région retrouve la sécurité en faveur de la population. Merci beaucoup, Tite, pour votre présence dans cette émission. Merci également à Nuhu Moussemakweli qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission. À nos chers téléspectateurs, merci beaucoup. Révéré Bazikamwe était à la présentation. Au revoir, à la prochaine.